Bonjour Martina Shiba. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes à la fois journaliste, animatrice, productrice, chroniqueuse, auteure. Pour filer la métaphore culinaire, est-ce que vous diriez que vous êtes boulimique? Est-ce que vous êtes gourmande? Est-ce que vous êtes pique-assiette? Quel est le bon terme, s'il y en a un? Boulimique, c'est pas mal, sans le côté maladie du, ah oui, parce qu'il y a quand même le côté maladie, du truc. Et puis, assez bonne vivante, malgré tout. Vous verrez que ma vie alimentaire est assez compliquée, mais je garde un côté très festif avec ça. Mais le côté pique-assiette, vous n'avez pas relevé? Celle qui pioche? Ah oui, je peux, alors j'adore goûter tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Non, j'adore goûter tout. Et même quand j'aime pas, ou que je me dis a priori je vais pas aimer, parce qu'il y a plein de trucs que j'aime pas, j'essaye quand même. C'est comme avec les programmes de télé, c'est comme avec tout ça, quoi. Je préfère voir, tester, me dire, bon, je goûte. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est dégueulasse, donc je n'y mange plus. Mais ça vaut pour tout? Ouais, ça vaut pour pas mal de choses. Bon, peut-être pas pour les hommes, hein, mais pour le reste, ouais, non. En même temps, j'ai un parcours assez tourmenté avec l'alimentation. Oui, vous pouvez nous en dire deux mots? Bien sûr, je suis née dans un pays slave, donc où on mangeait gras et chaud et alcoolisé. Donc République tchèque? Exact, à l'époque Tchécoslovaquie, puisque c'était dans les années 60, je suis née en 1965. À Prague? À Prague, et donc je suis restée jusqu'en 1968, date à laquelle les chars soviétiques sont entrés dans Prague et où mes parents ont décidé de fuir. Mais si vous voulez, au niveau culinaire, voilà, c'est pas les gastronomies les plus réputées de la planète. On est bien d'accord. Et puis l'idée, c'est de se remplir avec de la nourriture qui n'est pas forcément toujours de très bonne qualité. Donc si vous voulez, à la base, voilà, c'est une alimentation, on va dire, germanique, qui n'est pas très fine. Et puis après, j'ai fait du sport de haut niveau pendant pas mal d'années. Et qui dit sport de haut niveau, dit complexité alimentaire quand même. Donc il y a des périodes où on est un peu anorexique, il y a des périodes où on est un peu boulimique, il y a des périodes où on est sous contrôle de tout, il y a des périodes où on le paye et qu'on se lâche, il y a des périodes où on fait 48 kilos, il y a des périodes où on en fait 55. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Puis j'ai 2 mois alimentaires qui cohabitent maintenant chez moi, où j'ai un côté qui peut être très petites graines, salade, machin, bio, un peu contrôlé, pas d'alcool, une verveine et au lit. Et puis j'ai une autre vie, puisque je vis entre Genève et Paris, et donc ça c'est ma vie à Genève, et ma vie à Paris c'est très différent. Parce que j'ai rencontré un homme français qui a un rapport très français à la nourriture et donc qui lui mange de la viande tout le temps, boit, voilà. Donc il m'a initiée au vin, je remange de la viande parce que j'en mangeais quasiment pas ces dernières années. Et donc voilà, j'ai un régime alimentaire à Genève et un régime alimentaire à Paris. C'est assez rigolo. Vous êtes le Dr Jekyll et Mr Hyde de la nutrition. C'est exactement ça. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas me faire plaisir, manger un bout de viande. Je ne boirai pas de vin, parce que je ne bois jamais de vin à midi, ni même le soir quand je suis à Genève. Ah bon? C'est votre religion qui vous l'interdit? Non, pas du tout. C'est parce que je n'ai jamais eu d'éducation au vin. Mon père buvait essentiellement de la bière et jamais de l'eau, parce que l'eau, c'est pour se laver, n'est-ce pas? Et moi, j'ai jamais aimé la bière. Malgré le fait que je suis slave, j'aime ni la vodka, ni la bière. J'ai jamais aimé ça. Et donc, je me force pas. Mais c'est vrai que maintenant, sur le tard, donc à 54 ans, j'apprends à goûter un bon vin. J'ai même suivi un atelier juste pour apprendre ça, quoi, parce que ça n'a jamais fait partie de ma culture. Mais maintenant, je commence peut-être sur le tard aussi à apprécier, puisque j'ai adoré dans l'atelier vin que j'ai fait, donc... c'est l'accord mets-vin, c'est-à-dire de dire, ok, avec un bon fromage, qu'est-ce que je peux mettre comme vin pour que l'un sublime l'autre? Et ça, je trouve que c'est assez intéressant comme exercice, que j'avais jamais fait, parce que moi, je sublime à l'eau minérale, hein, en gros, jusqu'à présent. Donc... Bien, je vous propose de voir comment vous allez sublimer l'eau minérale. Je vais sublimer l'eau minérale. Ouais. Regardons un peu ce qu'on a au programme aujourd'hui. Alors, on va regarder. Merci beaucoup. Vous désirez boire quelque chose? Mais moi, je vais prendre un Perrier menthe, oui, s'il vous plaît. Et une eau plate, alors, s'il vous plaît. Merci bien. Je vais prendre les orecchiettes, c'est des pâtes, hein, on est d'accord? Oui. Capre, olive, ail, tomate. Allez, quelque chose d'un peu fort. Pour vivre l'aventure. Exact, ce sera parfait. Et vous, alors? Tagliata de bœuf, je crois que j'ai pas encore fait. Alors moi, par contre, il y a un moment donné, étant d'une culture très viandarde, hein, parce que les Slaves mangent beaucoup de viande, genre pâté au petit déjeuner, pas toujours de la très bonne viande, mais de la viande. À un moment donné, j'ai eu un questionnement.
qui est venu avec les années, parce que j'ai toujours adoré les animaux. Étant plutôt d'une famille où on disait les animaux, c'est bien dans l'assiette. Moi, j'ai toujours aimé les animaux hors de l'assiette, c'est-à-dire j'ai toujours voulu avoir des animaux, j'ai toujours me suis sentie proche des animaux. Et avec les années, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à avoir un vrai questionnement là-dessus, en me disant, mais finalement, est-ce qu'il faut que je les mange, ces animaux ? Avec la montée de la prise de conscience et de la, alors, la question des ressources, de la souffrance. Alors, vraisemblablement que ça a réveillé quelque chose chez moi. Et c'était plus qu'un truc bio, plus qu'un truc pour ma santé, plus que tout ça, c'était plutôt quelque chose qui était lié à la souffrance. Et je pense que la prise de conscience actuelle, elle m'a renvoyé à moi quelque chose qui était au fond de moi depuis un certain temps, jusqu'au jour où je me suis dit... C'était il y a 3-4 ans, c'était vers Noël et tout. J'ai dit là, maintenant, c'est mon dernier foie gras. Voilà, je peux plus. Le petit déclic juste avant le dernier, c'était quoi ? Le petit déclic, je pense que c'est des images que j'ai dû voir. Ah ouais. Le chemin, il était clair. Je veux dire, le chemin, il était clair. C'est des phrases aussi. Il y a une phrase qui disait est-ce qu'on peut vraiment avoir un animal sur ses genoux et un autre dans son assiette ? Et je me suis dit, au fond, est-ce qu'on peut vraiment ? Et je me suis dit, c'est avec difficulté que je perçois ça, quoi. Et après, j'ai vu encore des images de maltraitance animale et tout. J'étais à l'actualité à l'époque et j'ai fait un reportage là-dessus. Donc, tout à coup, je me suis sentie très atteinte par ça, quoi. Et je me suis dit, mais au fond, est-ce que c'est indispensable à ma vie ? Pas forcément. Je me suis dit, j'aurais peut-être 2 regrets. Ce serait le poulet rôti tout simple et la viande séchée, du Valais et des Grisons, voilà. Mais je peux peut-être vivre avec ça. Ou sans. Ou sans, exactement. Donc ça a été assez radical à ce moment-là. J'ai pas fait genre, je vais être flexitarienne, machin, tout ça. Ce que je suis en fait aujourd'hui. Mais j'ai dit... Rappelez-nous, flexitarienne. Flexitarienne, alors c'est, je décide de certains moments pour manger de la viande. Hein. Mais j'en mange en tout cas pas tous les jours. Et quand j'en prends, c'est que de la bonne viande parce que j'ai envie de déguster de la viande. Mais c'était radical. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai dit c'est fini, il n'y aura plus un cadavre dans mon assiette, quoi. Mais voilà, c'était plutôt une histoire de moi avec moi. Et puis après, c'est un réapprentissage complet de la cuisine. Et ça, je trouve que c'était super. Parce que j'ai appris à sortir de pommes de terre patrie, quoi. Une manière de réapprendre à cuisiner, ça prend plus de temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'au-delà de l'apprentissage, il y a le temps. Ouais, j'imagine que votre emploi du temps est ouais, mais alors, quand j'ai le temps, le week-end ou comme ça, je fais facilement... je cuisine facilement 3-4 plats que je mets de côté, etc. Parce qu'effectivement, ça prend plus de temps. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'élaborer des menus, mais je fais des salades de quinoa complètes qui sont maintenant très maîtrisées. À tomber. Oui. À tomber. Tout Genève en parle. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai jamais fait le pas de pouvoir ne pas manger d'œufs, par exemple. Le passage vegan, ça, je le ferai pas. Voilà, après, la vie est compliquée parce qu'à partir du moment où on fait ce choix qui est relativement radical, mais tout à coup, voilà, j'ai rencontré un homme à Paris, qui est une ville que j'aime d'amour depuis l'âge de 14 ans. Donc maintenant, je vis en partie là-bas. Et le résultat, c'est que je me retrouve avec des gens qui boivent de l'alcool, qui mangent de la viande tous les jours. Et avec une bouffe très française, quoi. Et avec un amour de la bouffe qui est culturel, oui. Immodéré, quoi. C'est une religion, la bouffe, chez eux, quoi. J'ai noté la phrase parce que dans votre page Wikipédia, celle qui vous est consacrée... Oui, c'est pas moi qui l'ai écrite. Hein, en tout cas, il est précisé que ses parents tenant le restaurant du tennis club de Lancy-Fraisier, elle apprend le tennis. Ouais, c'est vieux, ça. C'était en 77. Vous n'aurez pas pu vous diriger vers la restauration, du coup? Non, alors jamais, mais jamais de la vie. On l'a bien entendu. Je peux vous dire, c'était en 77. Ouais. Mes parents qui étaient, en fait, mon père était économiste et ma mère dans le bâtiment. Donc, en 77, il y a eu une petite récession qui fait que ma mère a perdu son job et elle a fait une patente de cafetier-restaurateur et elle a repris la buvette d'un tennis club parce qu'ils aimaient beaucoup ce sport, etc. Et donc, moi, je me suis retrouvée là. J'étais au cycle d'orientation et à midi, j'étais là pour faire le service et pour m'occuper du bar, etc. Et quand j'ai vu la vie que c'était de tenir un bistrot, je vous jure qu'à 15 ans, je me suis dit... Ça calme. Jamais. Non, mais c'est simple. Jamais. Déjà, les soirées à ramasser les gens qui avaient trop bu de Beaujolais nouveau, je pense que ça a contribué à me dégoûter un peu du vin. Faire le service, c'était pas du tout mon truc. Envoyer des plats en cuisine et tout, moi j'aime bien faire à manger, mais voilà, je veux dire, pour ma famille, quoi. Quand j'ai vu la VIX, les horaires, ce qu'on gagne et tout, j'ai dit, mais jamais, l'hôtellerie, la restauration,
jamais. Mais c'était une bonne école, c'était un bon apprentissage. Donc dans la formule restaurant du tennis club, vous avez retenu la partie tennis club. Moi, j'ai retenu la partie tennis, ouais, parce que du coup, j'étais là. Et au lieu de glander toute la journée au bistrot et de cuire des croque-monsieur et de servir des expressos, je me suis retrouvée à jouer. Mais ça aurait été peut-être un club de natation, enfin non, j'aime pas l'eau, mais ça aurait été un club d'équitation ou d'autres choses. J'aurais fait probablement autre chose. C'était très opportuniste pour moi d'être là, de jouer au tennis. Et puis effectivement, j'ai progressé. Puis avec une réussite certaine. J'ai fait une petite carrière nationale, mais ça m'intéressait pas plus que ça, si vous voulez. Jamais j'ai rêvé d'être une sportive professionnelle, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas aujourd'hui la 3e Martina célèbre du tennis mondial ? Mais je crois que c'était pas mon histoire. Comme je vous dis, c'était un concours de circonstances. C'est pas quelque chose que j'avais dans les tripes. Oui, mais vous avez franchi les échelons jusqu'à une catégorie nationale importante. Oui, c'est vrai, mais c'était pas dans mes tripes. Et quand je le vois aujourd'hui avec un fils qui est athlète, qui fait du 110 mètres haies, lui, il est tellement heureux à l'idée d'aller à l'entraînement et tout, que c'est quelque chose qui fait partie de sa personne, de son âme, quoi. Moi, ce que j'avais, au fond, ce qui me plaisait dans le tennis, c'était de courir. Mais la raquette, la balle, le filet, tous ces petits détails m'encombraient finalement. Oui, c'est une bonne partie du tennis quand même. C'est ça. Je ne suis pas très joueuse comme ça, en fait. Et donc, après, j'ai arrêté très vite. J'ai arrêté vers 23-24 ans. Je n'ai plus jamais retouché une raquette, juste pour dire, quand même. Aujourd'hui, on me dit toujours, oui, mais le tennis. Je dis oui, mais ça fait 30 ans que je n'ai pas joué. Par contre, j'ai repris sur le tard la course à pied. Ouais. Donc aujourd'hui, je fais des marathons. Je fais un marathon par année. Et là, je lisais dans une interview on peut boire en parlant. Bien sûr. Faites tout ce que vous voulez. Cliquetis des glaçons dans la menthe. Je lisais que vous couriez jusqu'à 3 fois par semaine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Souvent sur le temps de midi d'ailleurs. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous m'empêchez. Je ne m'entraîne pas. Si vous ne battez pas le record, ça sera de ma faute. Non, j'essaye de le faire effectivement la pause de midi pour 2 raisons. D'abord parce que le soir, je suis fatiguée, puis j'ai plus d'énergie, puis de ressortir le soir pour courir, pour moi, c'est compliqué. Et ensuite, je trouve que c'est bien de casser les grosses journées de travail derrière les ordis, quoi. Et accessoirement, de faire un peu de vitamine D en sortant quand il y a encore de la lumière. Ouais, je le fais 3 fois, voire même 4 des fois quand je suis en préparation d'un marathon. En fait, c'est le seul sport qui me plaît avec le ski. J'aime pas l'eau, j'aime pas le vélo, j'aime pas tous les trucs bien pour les articulations, j'aime pas. Donc je fais quelque chose qui me fait pas forcément du bien à long terme, mais ça me fait beaucoup de bien dans la tête. C'est une manière d'être vivant, quoi, de se dire mon corps, il peut encore faire ça. J'ai souffert, je souffre toujours un peu, mais j'ai souffert d'arthrose à partir de l'âge de 40 ans, ce qui est quand même relativement précoce et tout. Et je me disais, waouh, ça se déglingue, et on va pas vers le beau. Mais en fait, de pouvoir encore faire ça aujourd'hui, et même mieux aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans, c'est des petits challenges dans la vie comme ça qui me font vraiment plaisir, quoi. Puis quand je sens que j'ai des courbatures le lendemain d'une grosse sortie ou comme ça, je me dis, ouais, mais c'est la vie, quoi. C'est mon corps qui travaille. Et ça, c'est bien. Bon appétit. Bon appétit, merci beaucoup. C'est très bon. Elles sont al dente, c'est parfait. J'ai horreur des pâtes trop cuites, je trouve ça infect. C'est bon, on continue le repas ou... Ouais. Si on annule tout. Il y a une chose qu'il n'y a que moi qui aime. Aucun de mes collègues, conjoints ou enfants n'a jamais aimé ça. Et moi, c'est resté génétiquement en moi. C'est les gâteaux au pavot de mon enfance. Parce qu'on a tous des petits souvenirs comme ça. Madeleine, ouais. Je pense que j'ai dû manger ça à l'âge de 1 ou 2 ans avec mes grands-parents quelque part à Prague. Parce qu'on mange beaucoup de pavots dans les pays de l'Est. On le passe au moulin, on fait une espèce de pâte et on met ça soit dans un espèce de strudel, soit dans un espèce de cake, soit dans un espèce de carré. Honnêtement, moi j'adore ça et tout le monde autour de moi trouve ça horrible. Donc j'ai essayé d'en faire, je finissais par y manger moi toute seule, mais j'adore ça. Donc ça, c'est vraiment un truc... La tristesse de la passion non partagée, quoi. C'est ça. Alors vraiment, une incompréhension absolue dans le regard des gens qui me disent « Ah bon, mais non, puis c'est de la drogue, et puis c'est pas bon, et puis c'est machin, puis c'est sucré, puis c'est machin. » Je dis « Oui, il y a des boulangeries qui vendent ça, donc j'achète ça et je le mange toute seule. » C'est mon petit bonheur. Je me balade, je m'assieds dans un square, je mange mon petit strudel au pavot. Je me dis, oh bah, c'est un petit moment comme ça. Je l'impose à personne. Il ne manquerait plus que ça. De Prague, de la République tchèque,
de l'ex-Tchécoslovaquie. Culinairement parlant, vous en gardez d'autres aspects? Alors il y a ça, autrement pas grand-chose. Si, un truc très important, c'est les biscuits de Noël. Très bien. Parce que Dieu sait si je suis pas croyante, je suis pas pratiquante. Je suis née catholique romaine, j'ai renié ma religion, je suis sortie de l'église, enfin bref. Je suis très anticléricale et tout ça. Et je suis pas non plus à faire Noël, enfin ça a une importance relative. Mais c'est une fête que les enfants ont toujours bien aimée. Quand j'étais petite, j'aimais bien. C'est une fête qui, en République tchèque, alors le gros problème c'est qu'on mange de la carpe à Noël. Je trouve ça très mauvais. Mais c'était une tradition, mais je trouve ça très très mauvais. Et nous, on allait chercher la carpe encore ici à Genève, hein, vivante, avec mes parents. Après, elle tapait contre ma cuisse dans la voiture parce qu'elle était vivante. Je trouve ça horrible, ça me terrorisait. Ah, on le sent pas du tout, non? Ensuite, on la mettait dans la baignoire à la maison. Non, mais je vous jure. Hein. Et après, mon père la tuait, puis il faisait des escalopes cuites dans le beurre et tout. Mais la carpe, c'est gras, c'est bourré d'arêtes. Enfin, avec ma sœur, on disait, ah, mais nous, on aimerait manger les mêmes trucs cool que les gens mangent. Je sais pas, du saumon, des toasts, des trucs comme ça. Par contre, il n'y a pas de bûche, il n'y a pas de dessert de ce type-là. Et donc, on faisait des biscuits. Mais des biscuits super chauds, super décorés, super jolis, super bons. Et ça, c'est des recettes que j'ai gardées. Après, je les ai adaptées, évidemment, avec les années. Mais alors, il n'y a pas une année sans ces biscuits. Voilà. C'est extrêmement important que ces biscuits soient faits. Peu importe les circonstances, peu importe où on est, peu importe si on fait Noël ou pas. C'est un marqueur important. C'est ça. Il y a l'odeur qui va avec et le visuel. Il y en a qui sont en forme de domino, il y en a qui sont en forme de croissant, il y en a qui sont en forme de bonhomme de neige. C'est très recherché. Et quand on partait à l'étranger à Noël, qu'on n'était pas là et tout, on prenait dans les bagages la boîte avec les biscuits. Toujours. On l'a toujours. C'est une espèce de petit passage de l'année aussi qui est vraiment important. Et ça, c'est resté. Ça, c'est un truc qui est resté en fait de la culture tchèque, etc. Mais autrement, sur les autres plats, non. J'ai horreur du chou rouge que j'ai bouffé pendant toute ma jeunesse. J'en peux plus. Moi, j'adore la bouffe comme moment d'échange, en fait. Et pourtant, vous disiez que cette éducation culinaire en tant que telle, formalisée, vous ne l'avez pas eue. Je ne l'ai pas eue, mais on mangeait quand même à table. Ce qui était quand même un moment de famille, quoi. Moi, j'adore mettre la table. Je fais toujours l'effort de mettre une vraie vaisselle, avec des jolis verres, avec des serviettes, avec une bougie. Mais je trouve que l'esthétique, c'est hyper important. Je ne supporte pas de vivre au milieu de trucs moches ou qui me plaisent pas. Je trouve que c'est terrifiant. Mais on est envahi de trucs moches. Je sais, mais moi ça me pose un vrai problème. Et je vis avec des reproductions de Chile dans mon salon, j'en ai 5, des énormes, qui me suivent depuis 30 ans, parce que ça a été un de mes chocs artistiques importants. Mais je me sens bien avec ça. Alors après, il y a des gens qui trouvent ça laid, hein, parce que Chile, c'est très agressif, c'est très sexuel, etc., etc. Donc mes enfants, quand ils étaient petits, ils avaient des copains qui venaient, qui disaient « Oh, mais ta mère, elle a des tableaux bizarres et tout. » Maintenant, ils comprennent, parce que j'ai demandé qu'ils m'enterrent avec. Ben, dans la cuisine, c'est la même chose. Je vois pas pourquoi je mangerais sur une table moche, dans des assiettes moches, ou dans un univers qui est pas joli. C'est important, le repas. Alors, on ne peut pas faire tous les repas comme ça, c'est pas la question. Mais je me dis, je suis à table avec ma famille ou avec des gens que j'aime ou des amis ou comme ça. On va pas se faire un truc moche, quoi. Parce que c'est un moment important qui peut créer un souvenir, etc., quoi. C'est pas justement juste mettre de l'essence dans la bécane. Par ailleurs, vous pourriez avoir un très bon pain, un très bon fromage, de la bonne charcuterie, avec des bons produits, bien accompagnés et sur un coin de table. Absolument. Ça fait l'affaire. J'ai mangé des trucs mythiques assis par terre sur un trottoir dans une zone industrielle. Ça fait partie du moment. C'est pas assis ça. Par terre dans une zone industrielle, là, ouais, là vous envoyez du rêve. Là. Ouais. Un sandwich au crabe dont j'ai souvenir, je sais même plus où c'était. Ça peut être super. Parce que tout à coup, c'est un moment de votre vie un peu décalé, un peu cinglé. Et puis c'est cool. Et je suis du genre à prendre un peu en photo la bouffe.
des trucs que je fais, mais pas pour prendre en photo la bouffe, parce que je suis pas sur les réseaux. Donc je poste pas, ça n'a aucun intérêt. C'est pour moi, parce que c'est des souvenirs de moments que j'ai bien aimés, quoi. Donc là, vous n'avez pas fait de photos. Ça veut dire quoi? Le plat vous a pas plu, la Non, mais je compagnie est pas photographie bonne. pas tout. Oh, mais attends, je photographie pas tout ce que je mange, quand même. Café express. Par contre, une verveine. Je sais que c'est déprimant, mais je vais prendre une verveine. Un express, s'il vous plaît. Merci. Parce que j'adore le café, Ouais. mais cet amour n'est pas réciproque. Il vous le fait payer? Il ne m'aime pas. Ouais. Donc je dors déjà hyper mal depuis toujours. Et malheureusement, j'adore le café. Même pris à 8h du matin, je le paye cher. Donc ce que je fais, c'est que d'habitude, quand quelqu'un prend un café, je dis « Est-ce que je peux prendre un petit peu de mousse sur le dessus avec ma cuillère ?» Et... Et comme ça, j'ai juste le goût du café dans la bouche sans avoir les problèmes. Ah ouais. Je me suis même fait servir des express où j'en ai fait, juste pour avoir la mousse sur le dessus. J'avais honte. Mais ouais, c'est comme ça. Donc, verveine. Ça fait moins rêver, mais c'est bien Ouais, aussi. ouais. Ça fait mémère, mais tant pis. Il faut tout assumer. J'ai souvenir dans une interview, vous disiez vous pourriez vivre dans une grotte. Je ne sais pas si c'était la formule ou est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui? Ouais, je suis quelqu'un d'assez solitaire, ouais. Ça dépend, après, il y a des périodes de vie, mais oui, alors je peux... À mon avis, si je passe une semaine sans parler, ça me va, quoi. Tranquille, quoi. J'ai pas de... Je pense que je pourrais, ouais. Donc là, on a Sans explosé le problème. quota aujourd'hui, quoi. Bon, après, j'ai choisi un métier de communication, Ouais. donc comment dire... Mais je pense que je peux, ouais. Des fois, je peux être très ours. D'ailleurs, quand je suis comme ça, mon compagnon me dit « Tu es dans ta grotte ». Donc des fois, j'y suis, quand même. C'est vrai. Bah, merci d'être sorti de votre grotte, en tout cas. Mais c'est avec plaisir.